Et avec le générique, c'est mieux. C'est plus que je le dise. Il y a eu un moment de stress. Bon. Du stress pour le générique? Je me demandais s'il fallait dire un truc. Bon, par contre, sur Twitch, on est bien en live, mais on voit pas notre tête. Ah merde. Ah, moi, je m'étais coiffé Ouais. pour une fois. Oui, En c'est plus, ça. c'est écrit Wishblade. J'ai oublié de changer le titre. Ah oui. Bah, c'est bizarre qu'on voit pas nos têtes, non? Oui, mais je pense que c'est une fois sur deux quand Riverside a décidé que non. Il y a peut-être un réglage que j'ai merdé aussi, il faut voir. Voilà, le podcast série Made in Lidl, voilà. Des jeunes. On se moque, mais Lidl, c'est vachement bien. Oui, mais c'est pour faire le jeu de mots Lidl des jeunes, parce que c'est Ah oui. de chez Wish ou de chez Shein, bon. Voilà, ou de Temu. C'est ce qu'on ce titre. T'es mort. Temu, titre. Non. C'est pas super titre, mais bon quand même. Temu. Alors, je sais même pas comment on dit ça, je m'en fous. Voilà, bref. L'épisode, c'est l'épisode 15 de la saison 9 de Monsieur Seri and Friends avec Sarah Hello, hello. et Olivier. Salut. Voilà, petite équipe. On commence à s'y habituer. Ça permet de faire des épisodes plus courts. C'est pas plus mal pour vous aussi. Jusqu'au jour où on se décidera de faire 3 heures. Mais à Ouais, 3. tout d'un coup, sans prévenir. Paf. Sans 3 prévenir heures. ça. Voilà, clac. Et effectivement. Oh, bah, il suffit que je fasse un petit portrait en série des familles. Et là, on est parti sur du 2-3 heures à peu près. Hein. Et là, je vois que ça Moi, va. j'ai pas prévu de faire 3 heures, les gars. Je vous préviens tout de suite. Hein. Je Ça m'appelle va faire ni Olivier, Ça va ni faire Florian. 3 heures. Mais si, tu verras. Bah, non. On se rend pas compte, on parle, et puis hop, ça fait 3 heures. Et pouf, ça Ouais, fait je 3 m'en heures, rends compte. effectivement. Ah, ouf, toi. 3 heures. Eh Tu bien, verras. toi, tu verras, effectivement. Et puis, oui, effectivement, d'ailleurs, il n'y a toujours pas de programme pour l'épisode 16 du 15 avril. Donc, on peut faire un portrait en série. Comme ça, on l'aura fait. Vas-y. Voilà. Comme ça, c'est fait. Vous le On savez, commence maintenant. c'est dit. Je On dis ça, commence j'ai pas maintenant. regardé mon agenda. Attends, je regarde mon agenda. Bon, bref, en parlant d'agenda, qu'est-ce que vous avez fait on peut depuis le faire le 13 Sérimania? avril. Oui, en live. En live, il est bourré. Qu'avez-vous fait depuis Sérimania niveau série? Et niveau mania? À qui tu parles? Ben, À Olivier. toi. Voilà, À parce moi qu'elle est en train de chercher. Ok, bah moi en fait, je viens de commencer la saison 3 de Reservation Dogs qui vient d'arriver sur Disney+, enfin. Et je suis déjà sous le charme après 3 épisodes. C'est toujours aussi bien cette série, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi fort, c'est toujours aussi... j'ai même plus de qualificatif pour la décrire. Moi je pense que c'est une série qui est en train de tisser quelque chose d'immense avec des petites choses. Et vraiment, enfin, je vous en reparlerai une fois que j'aurai fini la saison, mais c'est rien qu'en 3 épisodes là, ils m'ont mis 3 petites claques, donc c'est vraiment c'est une série qui est j'ai beaucoup aimé le dernier épisode que j'ai vu le 3 parce que je trouve que c'est un parfait résumé de tout ce qu'est la série, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'à la fois doux, touchant et en même temps qui ne laisse pas le rire et le sourire de côté. Et c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc très très heureux de retrouver cette série et puis cette petite bande là parce que franchement je les aime beaucoup et j'ai pas envie de les voir partir. Donc je vais savourer tranquillement cette saison. Mhm. Sinon, j'ai commencé la saison 2 de Extraordinary Ah oui, sur Disney Plus aussi. c'est ça. J'ai passé beaucoup de temps sur Disney Plus du coup. Donc là, j'ai regardé 4 épisodes pour l'instant. J'étais pas forcément hyper client de la première saison, que je trouvais un
un peu trop facile sur son humour et un peu trop bébête. Voilà. Et en fait, je préfère le ton de cette deuxième saison. Ouais, on va beaucoup plus dans la psyché des personnages et on rentre un peu plus dans l'humour y est présent, mais c'est plus subtil. Ouais. Et puis, je trouve qu'on abandonne un petit peu Dis-je en rappelant qu'il y a un personnage qui s'appelle Échacule, hein, mais bon, bref. Je trouve qu'on abandonne un petit peu les pouvoirs qui étaient un peu trop présents dans la première saison, et c'est pas plus mal en fait. Qui soit voilà, donc je vais pas en dire plus parce que je crois que c'est Sarah qui va en parler tout à l'heure, mais et puis j'en ai pas vu suffisamment surtout, mais je peux te confirmer, je l'ai terminé la saison, je peux te confirmer que ton impression c'est bien meilleur que la première qui était déjà très 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 bien, mais là on va plus en profondeur justement dans chacun des personnages et dans les rapports qu'ils ont entre eux. Et j'ai versé ma petite larme à un certain moment, donc même une grosse larme. C'était compliqué. Ouais, j'y suis vraiment retourné parce que moi en général, quand je commence une série, j'aime bien continuer, et puis parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Le format s'y prête bien en plus. Ouais, et puis oui, c'est facile à regarder, et puis c'est vrai que c'est le principe d'une série, c'est que alors moins maintenant parce que on change rarement de showrunner entre deux saisons, mais c'est le principe d'une série, c'est qu'une saison peut être moyenne, et puis celle d'après magnifique, et puis celle d'après beaucoup moins bien, et puis donc je suis toujours curieux de voir comment évoluent les choses. Et là, pour l'instant, c'est plutôt une bonne surprise. Donc, je suis content. Et puis sinon, j'ai profité que The Split, une série anglaise, est arrivée sur Arte avec ses 3 saisons pour la commencer. Et là, on est dans du drama familial assez classique, je dois dire. Mais en fait, on en a tellement peu du bon drama familial en ce moment que je suis bien content de regarder ça. C'est en plus, ça a une particularité. Donc en fait, c'est l'histoire d'une famille où en gros on suit que les meufs de la famille, c'est-à-dire que c'est une mère et ses 3 filles. Le père est parti quand elles étaient plus jeunes. Et en fait, toutes ces filles de la famille sont avocates, et avocates spécialisées dans la famille et notamment dans le divorce. Donc on suit à la fois les affaires qu'elles gèrent, donc les divorces, et à la fois leur vie familiale avec tous les dramas, tous les traumas, tous les problèmes que la famille engendre. Tous les cris SOS. C'est ça, tous les cris et les SOS qu'on a vis-à-vis de nos parents. Et voilà, donc c'est assez classique. On retrouve les intrigues classiques de ce genre de série, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Les personnages sont pas si caricaturaux que ça. Il y a des personnages très différents, et surtout je trouve que ça se met petit à petit en place, et je trouve que ce qu'on arrive à avoir en fin de saison 1 et début de saison 2 est vraiment commence vraiment à monter très bien. Donc voilà, donc j'ai terminé la saison 2 et je vais enchaîner sur la saison 3 qui est la dernière, qui était là, qui vient juste d'arriver sur Arte. Et franchement, je trouve que c'est si vous aimez tout ce qui est drama familial et tout, allez-y, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est pas un truc à l'anglaise hyper rythmé avec de l'humour partout. On est plutôt dans la version BBC de la série, donc quelque chose d'un peu plus posé, mais quelque chose d'un peu plus ambitieux aussi. Et c'est franchement, c'est de bonne facture. C'est vraiment le genre de série qu'on a envie de voir, et on s'identifie aux personnages,
on finit par aimer certains, détester d'autres, et puis la mère qu'on déteste assez rapidement, après on se met à l'aimer aussi parce qu'on comprend son histoire et tout, donc c'est plutôt bien construit et ça nous tient en haleine. En plus, c'est l'occasion de revoir Giles de Buffy dans un rôle très différent, mais ça fait toujours plaisir de le voir, même si... Après, on l'avait un peu vu dans Ted Lasso, sans doute moins, mais oui, était dans Ted Lasso, bah, il a plus là dans The Split, il a plus justement un rôle qu'il avait dans Ted Lasso. Donc on est vraiment plus dans ce registre-là. Mais je crois que les gens en ont eu marre de le voir être sympa dans Buffy, donc maintenant ils s'en servent comme tête à claque de service. Mais même il apparaît dans un épisode de Doctor Who où il est aussi horrible d'ailleurs. Mais oui, mais il faut arrêter. Il est gentil, Giles. On l'aime. Mais parfois c'est un peu compliqué de se détacher de l'image qu'on a pu avoir avec un personnage, grâce ou à cause d'un personnage. Donc oui, je comprends. Il faut parfois un peu s'en détacher. C'est parfois compliqué. Je comprends. Moi, je fais un déni. Pour moi, c'est un autre acteur qui joue dans Ted Lasso et c'est un autre acteur qui joue dans les autres rôles. Bah, oui, c'est ça. Il se ressemble même pas. Maléfique. Voilà. C'est Guy. Guy. Voilà, exactement. Petite référence, effectivement. Et pour rester sur le côté anglais, moi de mon côté, j'ai commencé Dead Hot sur Prime Video. Enfin, en tout cas, c'est Prime Video qui le propose. Je sais pas si c'est partout, parce qu'apparemment c'est un peu compliqué, mais c'est une série qui vient d'arriver. Il y a peut-être une ou 2 semaines. Et en fait, on retrouve Bilal Hasna, Vivian Oparah et Penelope Wilton. C'est une série de Charlotte Coben. Et en fait, on est avec Elliot et Jess. Et justement, Bilal Hasna, vous le connaissez pour Extraordinary, parce que c'est Cash. C'est l'acteur qui joue Cash. Donc ici, il joue un autre rôle. Donc il y a 2 amis, Elliot et Jess. En fait, ils ont la vingtaine et ils vivent à Liverpool. Et ils ont un truc qui se passe qui fait que ça va bouleverser leur vie. En gros, on le sait tout de suite. Ils vont se retrouver sur une scène de crime où en gros il y a du sang partout. Il reste plus qu'un seul doigt. Et ce doigt-là, c'est apparemment celui du frère de Jess et donc du petit copain de Elliot. Et en fait, c'est assez spécial. C'est assez spécial. C'est-à-dire que pour expliquer ça, donc on a Elliot, donc joué par Bilal, qui arrive dans un appart et là il y a du sang absolument partout. Et puis il prend un doigt comme ça et puis on fait un bond dans 5 ans après et on commence à apprendre que en fait ça s'était justement rattaché au frère de sa meilleure amie qui était son petit copain et qu'il a disparu complètement. Il n'y avait plus que le doigt, on n'a pas retrouvé le corps. Son chat aussi a disparu et ils doivent vivre avec ça. C'est assez compliqué. Et dans leur petite vie, à un moment donné, ils commencent à avoir des petits signes qui essaient de faire revenir en fait ce frère disparu de façon assez étrange. C'est un côté un peu mystique avec des apparitions, des flashs, des messages sur des applications de rencontres qui sont étranges et qui semblent venir de ce frère. Et aussi un gars que Bilal a rencontré sur une application qui est apparemment très très louche aussi. Et donc c'est on va dire une comédie thriller très très anglaise. Pas trop gore, à part le doigt, c'est pas trop gore non plus. Comme ça, ceux qui n'aiment pas le gore, vous pouvez y aller. Et ceux qui n'aiment pas les doigts non plus. Ceux qui n'aiment pas les doigts non plus, effectivement, vous pouvez y aller. Titre. C'est dégueulasse quand même. C'est dégueulasse. Mais j'ai commencé, j'ai regardé 2 épisodes sur les 6, les 8 qui sont disponibles. Donc je verrai vers où ça va, mais en tout cas, ça m'a bien intrigué. Et sinon, là, j'ai regardé les 8 épisodes qui étaient disponibles sur les 13. Là, on retourne chez Disney+, encore une fois.
pour Sandland, qui est donc le dernier manga et série d'animation, film d'animation et bientôt jeu vidéo, univers créé par Akira Toriyama, qui est disparu il y a même pas une semaine, je pense. Non, c'est un peu plus que ça. Un peu plus, ouais. Ouais, non, c'était début mars. Ouais, c'était juste avant Série Mania. Le temps file tellement. Donc voilà, qui est disparu il y a un mois. Et Sandland, en fait, c'est un format assez cool parce que c'est du 25 minutes. Il y a 13 épisodes prévus. Les 7 premiers épisodes, ça forme un arc. Donc en gros, on a vraiment une espèce de plusieurs arcs qui vont raconter une même histoire, où en gros, on se retrouve dans un monde recouvert de sable où l'eau est très très rare, et dans lequel on va rencontrer le prince des démons qui s'appelle Beelzebub et son vieux pote Sifu. Enfin, comme ça, il l'appelle Thief donc voleur en anglais, et Sifu en français. Pourquoi ? J'en sais rien du tout. Et un shérif qui s'appelle Lao, et qui en fait sont persuadés qu'il y a une réserve d'eau qui est détenue par le grand méchant roi, et ils partent à la recherche de cette source d'eau pour pouvoir un peu libérer tout le monde de la sécheresse. Et on a vraiment cette espèce de road trip entre trois personnages que rien normalement n'est censé rapprocher, et chacun aura sa petite pierre à mettre à l'édifice avec ses pouvoirs, ses connaissances et ce genre de choses. C'est un shonen, hein. Donc le shonen, c'est vraiment le côté action, humour, très adolescent, et pourtant malgré tout, dans ce qui est dépeint, c'est pas non plus trop enfantin. Il y en a un peu pour tous les publics, et l'animation est vraiment très très cool. Elle a un petit côté un peu spécial parce que tout est dessiné comme si c'était dessiné à la main, mais en fait on voit que c'est des textures plaquées sur des personnages en 3 dimensions. Donc il y a des moments où il y a des effets de caméra qui font qu'on voit qu'on peut tourner autour. Ça fait un peu jeu vidéo même par moment. Les personnages sont tous bien caractérisés dès le premier épisode. Et moi j'ai accroché, j'ai regardé les 8 disponibles en une journée. Voilà. Je voulais voir ce qui allait se passer, et je voyais bien qu'il y avait une espèce d'arc, et j'ai hâte de découvrir la suite, et puis surtout j'ai hâte d'essayer la démo du jeu, qui a l'air aussi très sympa. Et donc ça, c'est sorti par contre le 18 mars, donc il y a un peu moins longtemps que toutes les autres séries dont on a parlé et dont on va peut-être parler par la suite. Sarah, je me trompe pas, je vois dans le plan, toi tu n'avais rien mis. Tu confirmes que tu n'as... Si, j'ai mis, mais j'ai peut-être pas mis au bon endroit. Mais au pire, Ah c'est tiens, pas si je le grave. vois. Ok, justement, voilà. Olivier en parlait un peu tout à l'heure. Donc toi, tu as regardé. Moi, j'ai regardé Extraordinary. Je vais pas en faire ma reco parce que j'ai changé d'avis comme d'habitude. Mais J'ai fait pareil avec Sandland à la fin. ouais, bah écoute, moi j'ai. Alors, contrairement à vous, moi j'aimais bien le côté super-héros, justement, un peu fun de la saison 1, avec des trucs un peu loufoques et très légers. Et du coup, alors cette saison 2, elle est plus approfondie, effectivement, on se concentre plus sur les personnages et tout, mais moi, c'est pas vraiment ce que j'attendais de cette série. J'aimais bien justement le côté un petit peu différent des idées qui tombent, de cette espèce de monde complètement différent de ce qu'on peut vivre nous, avec ces gens qui ont des pouvoirs vraiment chelous. Et ça m'a un peu manqué. Et là, j'ai trouvé qu'en fait, on retombait un petit peu dans des choses un peu. Alors, j'ai adoré hein, cette saison 2. Hein, ne vous m'y prenez, qu'on s'y m'y prenne pas, mais qu'on s'y m'y prenne, je sais plus, je suis fatiguée. C'était compliqué comme phrase. Ouais, c'était bizarre. Je pense que c'est compliqué pour beaucoup aujourd'hui. Mais... J'ai du mal à expliquer les trucs, les phrases sortent pas comme il faut. Ça va être un Mais bon du podcast. coup, c'est vrai que Ouais. ça m'a un petit peu Qualité. pas déçu, mais j'aurais préféré qu'on reste un peu sur ce ton léger plutôt qu'on redevienne, qu'on se reconcentre sur des histoires de personnages où en fait, ce qu'on
Alors c'est intéressant, hein, parce que ce qu'on voit et ce qu'on a vu, notamment par rapport au deuil, etc., c'est hyper intéressant, mais ça peut être traité dans n'importe quelle autre série, en fait. Et moi, ce que j'aimais bien et ce que je trouvais un petit peu différent dans cette série, c'est Mm. que bah, c'est différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Alors même si c'est bien fait, c'est joli, c'est touchant, cool quoi. Mais en fait, moi j'aurais voulu autre chose. Mais bon, donc c'était sympa, j'étais contente. J'aurais préféré qu'on reste un peu plus sur le ton léger. Moi j'étais contente d'avoir trouvé une série un peu légère en fait, format court, qui Ouais. soit où il n'y a pas besoin en fait de se prendre la tête et là en fait c'est devenu un peu trop prise de tête pour moi, même si c'est très beau, voilà. J'aurais voulu un peu de superficialité. C'est bizarre de demander ça, mais Non, mais ouais. je peux comprendre, c'est vrai que parfois on a besoin aussi ça du divertissement, juste du divertissement et pas forcément aller chercher des trucs, des explications compliquées. Mais j'ai l'impression que cette saison-là, j'essaie de ne pas spoiler pour tout le monde et pour Olivier aussi, c'est qu'elle sert de transition et qu'il devait faire certaines choses pour pouvoir aller vers cette transition-là, pour amener à cette transition-là. Tu as vu le dernier épisode? Oui, oui, j'ai vu, Voilà. ouais. Bah, Toi, on va voir, hein. ça, ça, Euh, ça sonne comme une transition, comme un twist fort, ou, si ce n'est pas renouvelé, comme une fin assez compliquée. ouais. Après, en tout cas, je suis toujours aussi attachée au personnage. Mm. C'est toujours agréable à regarder. Puis ça se regarde vite en plus, donc c'est quand même cool, quoi. Mais Après, dans les personnages, je sais pas, et Shakul m'a un peu énervé cette fois-ci. bah, c'est pas celui sur lequel je me suis le plus penchée, en fait. Pour moi, il a un peu été relégué. Enfin, son histoire à lui, pareil. En fait, c'est vraiment des considérations qu'on peut trouver dans d'autres séries. C'est ça qui m'a un peu cassé les couilles, quoi. C'est que Mm. on retrouve encore des histoires qu'on trouve partout ailleurs. Et moi, j'aurais voulu qu'on se sorte un peu de ça. Mais je veux pas trop en parler parce que je veux pas Ouais, spoiler c'est pour compliqué, Olivier effectivement. et pour les autres. Sinon, j'ai regardé d'autres choses. Oui. J'ai aussi commencé Reservation Dogs, que je trouve toujours aussi cool. Et ça, vraiment, je suis vraiment sidérée de savoir que cette série déjà va s'arrêter. Mais surtout que si peu de personnes la regardent et la connaissent, c'est vraiment dommage. Donc, je milite vraiment pour que tout le monde découvre cette petite pépite. J'ai aussi commencé un petit peu, de façon un petit peu plus sérieuse, Cold Case. Parce que ça c'est dans ma Oui, bien ça. j'aime bien ouais voilà j'aime bien lancer un petit épisode comme ça de temps en temps et là je commence un petit peu à trouver à trouver le format intéressant. Il y a quelques trucs un peu kitsch mais globalement c'est quand même cool et puis ça me fait du bien aussi d'avoir une série où je peux lancer un épisode comme ça, paf, il y a une histoire, machin, ça se termine, hop, littéralement le cold case est clos et tu passes à autre chose quoi. Donc ça me permet aussi un peu de couper par rapport à tout le reste. J'avoue que j'ai pas eu le courage de continuer encore ni Deadwood ni Yellowstone que j'avais commencé il y a quelques semaines Mhm. et là en fait j'ai beaucoup de mal à me remettre dedans. Je sais pas pourquoi mais il va falloir, hein. Et puis le dernier point, et là-dessus je vais aussi en parler très rapidement parce que je sais que c'est la reco d'Olivier, c'est Mr. et Mrs. Smith, que j'ai trouvé sympa sans plus. Ouais, je trouvais que c'était très inégal. J'ai pas du tout accroché particulièrement à la relation entre eux. J'ai trouvé que la temporalité était très bizarre. Mais bon, on en parlera certainement un Ouais, petit peu plus tard. c'est ça. Pareil. J'en avais un peu parlé dans un autre épisode comme ici en intro parce que je n'avais pas encore tout regardé. Là, j'ai tout regardé, donc je pourrais aussi venir appuyer ou pas ce qui va être dit sur la série dans les recommandations. Recommandations vers lesquelles on va se diriger directement en fait. Parce que là, cette fois-ci, on n'a pas de sujet central du tout. Tout ce qu'on pourrait vous dire, c'est d'aller écouter l'épisode Série Mania. Hein. Oui. Voilà, on parle de musique. Normalement, les captations vidéo devraient arriver sur la chaîne de Série Mania dans je sais combien de temps. Il y a des vidéos qui apparaissent, donc je suppose que ce sera d'ici l'année prochaine.
À voir. Bon, on va peut-être les laisser un peu redescendre aussi. Bah, c'est pour ça que je ne sais pas. C'est pour ça que je préfère dire ce sera avant l'année prochaine. Comme ça, je suis large. Non, mais voilà. Donc, de toute façon, il y a du contenu vidéo à regarder chez eux aussi. Des masterclass, des rencontres, etc. qui sont super intéressantes. Vraiment, allez fouiller là-dessus. Il y a de quoi regarder. Et je sais pas si Seriménia Pro, Plus, c'est encore dispo ou ça va se terminer Non, maintenant? ça C'est s'était terminé le dimanche à 23h59. Ah ben voilà, dimanche. Donc voilà, là on est le 1er Donc avril. là, c'est plus dispo. Ce n'est plus dispo, mais de toute façon, voilà, effectivement, essayez de surveiller les séries qui étaient là-bas parce qu'il y en a quand même des très très intéressantes. Par quoi je vais commencer? Ben, on va rester dans le côté anglais. Et j'avais complètement oublié, alors que je l'avais mis dans mes trucs à regarder et à attendre, que Dick Turpin, qui est donc, dont le titre est exactement Les aventures imaginaires de Dick Turpin, arrivait en fait sur Apple TV+. Je me suis dit, c'est cool, je vais bien la regarder, mais à tous les coups, c'est une série qui n'arrivera sur rien du tout. C'est Dick Turpin ou Dr Pin? Dick Turpin. Ok. Dans les deux cas, il y a bit dans le nom, quoi. Et je peux te dire qu'ils en jouent. Et qu'en français, ils ont réussi à adapter ça de façon très, 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 très précise. Et ça en est tout aussi drôle. Parce que oui, j'ai regardé les 6 épisodes d'à peu près aussi 25-30 minutes. Donc ça, c'est déjà un bon point. L'autre bon point qu'il y a là-dedans, c'est que l'acteur principal, c'est Noel Fielding. Donc voilà, si... non, ça ne dit rien à vous deux. Ah, on t'entend pas, Olivier? Oui, alors moi, les noms... Noah Fielding, il était pas dans... Oui. Noël ou Noah? Noël. Ah non, alors. Non, Noël Fielding... Il faudrait que je vois sa tête, en fait. Bah, si tu vois sa tête, en fait, si tu... mais si! Mais dans bien sûr IT que Crowd... si. Mais oui! Voilà. Entre autres, dans The IT Crowd, c'est justement le gars qui est près du serveur, l'espèce de vampire, goth, enfin un truc un peu spécial. Et de quoi ça parle, Dick Turpin? Mais en fait, c'est une relecture d'une légende qui existe réellement, hein, Dick Turpin, d'un gars qui est un bandit de grand chemin. Et donc c'est une relecture, comme ils disent, irrévérencieuse. Donc c'est de la comédie, de la pure comédie british, humour british, à la limite de Monty Python quand même par moment. En tout cas, c'était, je vous le dis tout de suite, c'est super drôle. Pour moi, je suis retombé dessus et j'ai tout dévoré et c'était absolument génial. Tellement génial que je l'ai regardé en anglais et en français, histoire de me dire, voir si c'est adapté, si ça marche bien, si vous pouvez y aller et que vous allez pouvoir le comprendre. Le doublage est vraiment top. Donc c'est un brigand des grands chemins, mais qui n'était pas destiné à ça parce que son père c'est le boucher d'un village et donc il était destiné à être boucher. Sauf que Dick Turpin, il est vegan. Donc être boucher et vegan, c'est pas possible. Donc il sait pas quoi faire et en gros il devient bandit un peu malgré lui parce qu'il arrive quelque chose, je vais pas vous le spoiler, qui le projette en tant que grand bandit, alors que lui, il a absolument rien demandé. Il a sa petite bande, sa petite troupe avec qui il va aller faire des différents petits braquages de calèches et autres, mais toujours dans la joie, la bonne humeur, le respect des autres, et le tricot et le véganisme. Voilà. C'est un petit condensé de tout ça. Tout ce que tu viens de décrire, ça va très bien à Noel Fielding, en fait. Je et alors surtout... parfaitement... Surtout qu'il joue tellement bien ça que lui, il aime se mettre en spectacle. Il aime les beaux vêtements. Il aime ses cheveux doivent être parfaits à tout moment. Ils doivent avoir du volume. Il va aider en fait ses nouveaux compagnons à se sentir bien dans leurs vêtements. C'est le premier truc qu'il fait. Et un gars, il dit moi je me sens toujours très serré. Je fais pourquoi tu portes pas une robe? Je sais pas, j'ai jamais osé. Puis il ose porter une robe. Il dit c'est cool que ça respire, je peux bouger, c'est génial. Et donc on est dans un truc comme ça assez fantasque. C'est ça, très très Monty Python. Et on a cette nouvelle célébrité là qui va vivre quelques aventures et qui va surtout se mettre à dos le syndicat contre le syndicat des chasseurs de bandits. Voilà, parce qu'il y a un syndicat de chasseurs de bandits, bien entendu.
Et du coup, c'est une série d'époque, ça se passe dans les C'est une, années de la... ça de se la passe, légende. voilà, donc c'est en 1700, Ok. 1730, je crois. Je peux vérifier ça, voilà, Donc parce que Monty Python, 1700. effectivement, à fond. Ouais, ouais, c'est ça. On est vraiment d'époque avec des anachronismes ça et là, mais bien placés. C'est autant visuel que dans les textes. Il y en a vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que tu vas parfois pas capter une vanne parce que en fait, tu étais en train de regarder ce que l'autre derrière il faisait comme connerie. Donc tu reviens un peu en arrière et c'est surtout super bien filmé. La mise en image, elle est absolument géniale. Les costumes sont tous très beaux, les paysages sont tous magnifiques. Il y a juste un moment où le fond vert, on le voyait un peu, mais c'est vraiment genre de l'état de 30 secondes hein, dans tout ça sur une série de 6 épisodes. Et ouais, là, franchement, pour moi, c'était enfin une série anglaise, drôle, d'époque, avec l'humour comme j'aime. Je vois qu'il y a certains Comme j'aime qui... le truc des régimes, là. Ouais, c'est Pardon. ça, exactement. Et dedans, voilà, on retrouve des castings assez connus, en tout cas pour les séries anglaises. Notamment Hugh Bonneville, qu'on a pu Ouais. voir Downton Abbey, non? Ouais. exactement. Ou Exactement. dans les. L'ours, là. Putain. Paddington. Paddington, merci. Paddington. Voilà. Qui va jouer le rôle de Jonathan Wilde, qui est en gros l'ennemi juré de Dick Turpin. Voilà. Et on a toute une galerie comme ça de personnages avec un magicien absolument raté. Le père de Dick qui est voilà un boucher, qui est complètement teubé. D'ailleurs, je peux spoiler cette blague-là parce qu'elle m'a fait pleurer de rire tellement c'est con. Il a fait une affiche pour vendre ses services de boucher. Et l'affiche, il est juste écrit Eat Meat. Donc déjà, il y a juste ça. Sauf qu'aux deux mots, il a fait des fautes. Donc il y a Eat, il a écrit E-E-T, et Meat, M-E-E-T. Voilà, Eat Meat. Et on lui dit, mais enfin c'est con. Déjà, il y a des fautes, et on sait pas qui vous êtes, on sait pas où il faut aller vous chercher. Oui, mais justement, c'est ça le mystère. Voilà. Donc ces genres de vannes tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça n'arrête pas. Il n'y a pas un temps mort dedans. Et dans les personnages, je retombe plus sur son nom. Il était dans... je vais essayer de retrouver son nom, mais c'était un des acteurs de Sex Education. Ah merde, je retombe plus dessus. Je l'avais noté, je l'ai plus. C'est un peu con. Connor Swindles, qui jouait dans Sex Education, le fils comment dire, Du principal? du principal. Ah oui, Adam. Voilà, Adam. Exactement. Et là, il Il a joue une le rôle grosse d'un... tête d'anglais, lui, hein, c'est un truc de ouf. Ah ben c'est surtout que moi, je l'avais déjà dit, hein, mais celui qui joue le principal, le père d'Adam, je trouve qu'ils se ressemblent l'un et l'autre, ils ont absolument rien à voir. Ah oui, oui, Aucun lien de c'est très bien parenté, fait. c'est super bien casté. Ouais. Là, il joue un rôle totalement différent, où il va jouer justement un bandit de grand chemin, mais c'est Tommy Silverside. Et Tommy Silverside, il chante, il a des chanteurs avec lui pour l'amener, il fait des cascades, c'est le beau gosse, quoi. Voilà. Donc, qui va devenir aussi un peu l'ennemi de notre Dick Turpin. Je sais pas s'il y aura une saison 2 ou pas. Ça peut s'y permettre, on peut se le permettre, mais globalement, quand on a vu les 6 épisodes là, on nous a raconté une histoire, elle est très drôle, il y a un début, il y a une fin. Voilà. En gros, s'il n'y a pas de saison après, ça sera juste dommage de ne pas retrouver ce genre d'humour. Mais on a quelque chose de bouclé, et c'est pas trop mal. Et c'est arrivé le 1er mars sur Apple TV+. Ah oui, j'avais demandé, c'est Apple. Là. Ouais, C'est c'est Apple. Donc ça, je le conseille, c'est vraiment parfait. Sarah. Alors, moi, je vais parler d'une mini-série que j'ai bingé en quelques jours, comme ce que je fais Mais d'habitude. qu'est-ce qui nous arrive? On binge des choses. Ouais, mais moi, ça, c'est l'histoire de ma vie, hein, mais je m'en cache pas et j'adore ça. Je vais parler de White House Plumbers qui est sorti en mai de l'année dernière, au moment où le Pass Warner arrivait
sur Amazon Prime en France, donc avec notamment HBO, puisque c'est une série HBO. Et donc c'est une mini-série de 5 épisodes avec en tête d'affiche Woody Harrelson et Justin Theroux, donc vraiment un cast de qualité. Avec aussi d'ailleurs dans la série le petit roux Domhnall Gleeson, fils de Monsieur Gleeson. Et Lena Headey qui est... Justin Theroux et le petit roux. Justin Theroux et le petit roux. Justin the Roux, elle the petit roux. Petit roux. Et Lena Headey qu'on connaît surtout dans Game of Thrones puisque c'est Cersei. Oui. Et donc White House Plumbers ça a été écrit, produit et réalisé par une équipe qui vient de chez VIP. Non, rien que ça, notamment Peter Hook et Alex Grigori, et qui en gros là se sont dit avec leur expérience sur on va dire le comique dans la politique et le malaise permanent, ils ont voulu remettre un peu à l'honneur l'incompétence qui relève vraiment de la farce du duo là des deux agents spéciaux qui sont en fait à l'origine du Watergate, puisque White House Planner en fait ça parle du Watergate mais du point de vue de ces deux mecs qui sont du coup joués par Theroux et Harrelson. Et c'est des coulisses qu'on a jusque-là jamais vraiment vues parce que c'est vrai que le Watergate bon, il y a eu pas mal de films, il y a eu des documentaires, il y a eu des séries sur des... Et d'ailleurs, même notamment un truc qui s'appelle Gaslit, qui est sorti, je crois, quasiment en même temps que White House Plumbers. Mais on a très rarement vu ça d'un point de vue un petit peu plus léger et comique avec notamment ces deux mecs-là, parce que les coulisses sont effectivement dramatiques, mais... En soi, l'histoire est tellement absurde et c'est remarquable, quoi. Et donc, les deux, là, jouent, mais vraiment, ils sont absolument parfaits, ils sont délicieux dans leurs rôles respectifs. Donc, des agents Howard Hunt et Gordon Liddy. Et donc, pour redonner juste un peu de contexte historique à ceux qui ne savent pas ce que c'était que le Watergate, donc c'est une affaire d'espionnage politique aux États-Unis dans les années 70 qui a démarré en 72 notamment et qui a très mal tourné, notamment à cause des deux Gugus là dont je parlais, puisque ça a fini par aboutir à la démission du président Nixon en 76. Alors, mal tourné pour les républicains, après pour les autres, on ne sait pas si ça a mal tourné ou pas, mais c'était plutôt bien que ça finisse comme ça au final. Et donc les deux gars, en gros, on se rend compte, parce que j'imagine que vous connaissez tous l'histoire du Watergate, mais en gros, tu sais à peu près ce qui s'est passé, tu sais que Nixon était, involved dans justement la mise en écoute du QG des démocrates, mais on ne connaît jamais vraiment le détail de pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, qui a géré Qu'est-ce que c'est ce Oui. Non? C'est que chez moi. C'est que chez toi. Ah oui, alors là je pense que du coup j'ai dit le mot-clé Watergate, on m'a mis sur écoute instantanément. Parce que là j'avais du Mars dans l'oreille les mecs. Waouh, trop bizarre. Donc je disais, on parle très peu du coup de ces deux mecs-là. Et donc ces deux ex-agents en fait qui ont plus ou moins réussi à convaincre des conseillers politiques républicains sur le fait de vraiment foutre en l'air en gros la menace démocrate et de sauver un peu l'Amérique, sauf que ces deux agents sont des gros losers. Il y en a un qui notamment je crois que c'est Liddy qui est joué donc par Justin Theroux qui est complètement fanatique. Le mec il écoute des discours d'Adolf Hitler pour se donner de l'adrénaline, se motiver. L'autre Hunt il est tellement patriote qu'il refuse, il réussit à faire l'autruche avec lui-même. Et il est vraiment aveuglé par son propre patriotisme alors que en fait tous ses boss à la Maison Blanche se foutent de sa gueule et finissent par le foutre dans la merde et par l'abandonner. Et donc du coup la série va suivre un petit peu les différentes missions qui vont virer au fiasco de ces deux mecs-là, comment ils vont présenter les plans différents justement à ces fameux conseillers politiques, comment ils vont réussir à se faire valider aussi ces plans-là par les très hautes instances jusqu'à Nixon. En sachant que le point principal du scandale du Watergate, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la mise en écoute du QG électoral des démocrates à Washington. Et eux se sont fait prendre à essayer de le cambrioler au bout de la 4e fois. En fait, les mecs ont essayé genre 4 fois
à y rentrer. Ils n'ont jamais réussi. Et le jour où ils réussissent, c'est là qu'ils se sont fait gauler. C'est quand même pas de chance. Et du coup, c'est vrai que ce qui est assez intéressant aussi, c'est que on découvre un peu la vie privée de ces deux partenaires un peu particuliers. Et vraiment, moi, particulier. Moi, je meurs d'amour pour Justin Theroux. Vraiment, c'est un acteur que j'adore. Et c'est vrai que là, dans ce rôle très sérieux, mais qui relève vraiment du comique, vraiment les deux, en fait, ont un peu comme dans VIP. Alors moi, j'ai pas tout vu de VIP. J'ai vu la première saison, je crois. Il y a un humour qui se dégage, qui est un peu malaisant, certes, mais là aussi, il y a beaucoup d'humour physique dans leur façon de faire, dans leur façon de. C'est un peu à la Buster Keaton. C'est très très bien fait. Et du coup, même s'ils sont probablement, je pense, un petit peu romancés, on prend quand même vraiment un vrai plaisir, en fait, rien qu'avec le duo. Et on voit qu'eux aussi s'éclatent, en fait. On voit que les acteurs s'éclatent dans ces deux rôles-là. J'en parle pas, mais Woody Harrelson aussi, bon, on a l'habitude qu'il fasse ce type de rôle. C'est peut-être un peu moins le cas de Justin Theroux, mais il est aussi très très bon, très très bon là-dedans. Et alors, l'histoire ne passe pas au second plan, mais c'est vrai qu'elle est tellement invraisemblable et rocambolesque que, en fait, elle suffit elle-même à nous faire tenir. Et c'est vrai que les scénaristes ont réussi quand même même si on connaît l'issue, on sait ce qui se passe avec Nixon, etc., à maintenir quand même une assez bonne tension. C'est quand même bien ficelé. Et c'est pas juste du comique, quoi. C'est-à-dire que tu vas être amusé, puis tu vas être inquiété, puis tu te amuses encore. Donc voilà, moi j'ai passé 5 épisodes un peu en roller coaster avec ces mecs-là. À lever les yeux au ciel en me disant mais c'est pas possible, c'est pas possible que ce soit réel, c'est pas possible que tout ça se soit passé, et en me disant aussi je pense qu'il y a probablement eu pire avec Trump et qu'on n'est pas encore au courant, mais qu'on va aussi vite c'est pas pour rien que VIP a fini par s'arrêter, oui, parce qu'il trouvait justement que c'est la réalité. Voilà, la réalité était tellement voilà que eux ils pouvaient plus faire d'humour là-dessus. Ah Ils ouais, ils s'attirent. n'arrivaient plus à suivre, quoi. Ils Ouais, n'arrivaient ouais. plus à suivre. Donc voilà, c'est dispo sur Prime du coup, Ouais, avec le Pass Warner avec le encore. Pass Warner, puisque c'est Ouais. une série HBO. Et en Mais Belgique, c'est vraiment, c'est chez Telenet, donc globalement, voilà, francophone, vous pouvez mais y bon, aller. vraiment cette série a été très peu vue, très peu suivie, mais voilà, c'est 5 épisodes, ça se regarde très vite. Je crois que c'est des épisodes de 45 minutes. Hmm. Donc franchement, c'est Ça, moi, ça fait un moment qu'il faut que je me dis, faut que je la regarde. Mais déjà rien que le poster promotionnel, je le trouve mais tellement parfait. ouais, J'ai envie de trouver une version grand format et l'afficher chez moi parce que ouais. la tête que les deux font à un côté de l'autre, c'est tu sens que tu vas avoir un truc pas débile mais un truc Ouais. rocambolesque quoi. Mais c'est vraiment les pieds nickelés, quoi. En fait, vraiment, les deux sont aussi comme ça tout au long de la série. Et pour autant, on, on sait qu'ils sont ridicules, on sait qu'ils font des trucs. Voilà, l'obsession que Lydie a pour les nazis, elle relève vraiment enfin, ça nous fait tellement rire, tellement c'est ridicule. Mais en même temps, on s'attache aussi vachement à eux parce que malgré tout, ils essayent, c'est des losers. Ils veulent tout faire pour essayer de prouver leur amour de la patrie. Ils Ouais. essayent de sauver leur famille aussi en même temps. Donc, bon, il y a quand même aussi un petit attachement qui se forme. Et puis, ils sont drôles, quoi. Ils sont drôles, vraiment. Les deux sont. C'est fou. C'est vraiment idiocratie par excellence, quoi. Donc, Ouais, bah, ouais, vraiment à regarder. comme je t'ai dit, c'est sur ma liste, mais là, je pense que effectivement, c'est le prochain truc que je vais regarder. Il va falloir que je trouve un moyen de le voir, parce que voilà, on n'a pas le Pass Warner en Belgique, donc déjà, on oublie. Il y a... Chez Telenet, il faut être abonné. C'est comme Orange ou SFR, quoi. Il faut être abonné chez eux pour voir Après, il y a Max qui va arriver dans toute l'Europe, donc... Ouais, mais. Oui, chez vous, en plus, c'est annoncé en mal, hein. Ouais. Non, c'est quasiment En en même Belgique. temps. C'est pas quasiment en même temps que chez Il vous. me semble que c'est... Nous, c'est Il me pas semble que annoncé. vous avez la date. J'ai vu que ça arrivait Non, sous nous, peu, nous, mais, nous, ça va être juillet. Nous, ça va être juillet. Enfin, ça va être juste avant les JO parce qu'ils veulent diffuser les JO. va falloir Ouais, que je fasse un choix dans mes abonnements, moi, par contre.
Parce que ça commence à coûter cher tout ça. Bah, c'est ça. C'est le gros problème, c'est que on est tous là. J'ai l'impression qu'ils arrivent un peu tard, quoi. Ils sont gentils, mais on n'est pas à Crésus, hein. Ben non, surtout que... surtout que les autres augmentent, donc... Ben ça, à coût de 13, 14 balles l'abonnement, au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. De toute façon, il va y avoir une sélection naturelle qui va s'opérer, hein, c'est évident. Ouais. Ça dépendra du contenu enfant sur Max, parce que ça pourra peut-être remplacer Netflix, quoi. Surtout qu'il n'y aura pas de partage de compte possible aussi avec Max. Ouais, mais ça c'est... Comment tuer l'offre légale. Ouais, on revient en arrière. Hein. Ah bah oui, de toute façon... c'est pas pour rien que les chiffres du piratage n'ont fait qu'augmenter. Hein, et voilà. C'est comme ça. Bref, Olivier, de ton côté... Oui, bah du coup, tout le monde sait de quoi je vais parler, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec Mr. and Mrs. Smith, qui est donc disponible sur Prime Video aussi. Ouais. Donc en fait c'est une série qui est pas sortie ces derniers jours, mais qui est sortie il y a un petit bout de temps déjà. Du coup je l'avais pas visionné parce qu'en fait c'est tiré d'un film qui s'appelle donc un film éponyme, donc qui a le même nom, Mr. and Mrs. Smith, qui était... Parce qu'on avait regardé une série aussi avec Todd Bakula. C'était un film avec Brad Pitt et Angelina Jolie, qui à mon humble avis était quand même une belle merde. Et pourtant c'était un film que j'avais envie d'apprécier, parce que je suis plutôt client de la comédie d'action en général. C'est plutôt un truc que je trouve pas mal et que les Américains savent bien faire en général. Donc, mais bon, c'est vrai que ces dernières décennies, ils ont fait un peu de la merde là-dessus. Donc, malheureusement le film d'origine n'y a pas échappé. Et donc j'étais un peu échaudé par l'idée de refaire un remake de ce film-là. Et puis mais bon, j'avais quand même je savais que c'était Donald Glover qui l'avait fait, et avec toute l'équipe qu'il avait sur Atlanta, qui est pour moi une série absolument géniale, qui est vraiment une des meilleures séries de ces dernières années. Et du coup, je me suis dit, faudrait quand même aller voir ça. Et c'est chose faite. En fait, pour moi, c'était vraiment une très bonne surprise. Alors, à côté, avec Donald Glover, cette fois-ci, on retrouve Francesca Sloane, qui avait travaillé sur différents, en tant que scénariste sur Atlanta. Et à la réalisation, on retrouve des noms qui sont plutôt connus si on a suivi Atlanta, et notamment Hiro Murai, qui je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, à mon avis non, mais qui est vraiment un réalisateur que je trouve hyper talentueux, et qui avait réalisé les meilleurs épisodes d'Atlanta. Et donc là il refait partie de l'équipe, et on voit sa patte vraiment à chaque fois qu'il réalise un épisode. On sait que c'est lui qui le réalise, donc c'est ce qui est quand même rare en série. Et du coup j'étais plutôt intrigué de retrouver toute cette équipe là, et voilà, j'ai pas été déçu. Alors déjà, j'ai pas été déçu parce que assez rapidement la série prend ses aises par rapport au reste par rapport au film dont il est tiré. Parce qu'en fait, au cinéma, c'était un couple banal qui s'apercevait que chacun d'eux était un agent secret, et qui se retrouvait en compétition en fait sur un même contrat, donc ils se bastonnaient la gueule. Pour la série, c'est différent. En fait, là, c'est deux agents qui se connaissent pas, qui doivent habiter dans la même maison, qui doivent simuler une vie maritale classique, et qui en même temps doivent répondre à des missions plus ou moins risquées, qui peuvent aller de la protection d'un témoin à l'extermination d'un espion ennemi. Voilà. Donc c'est un postulat différent, et c'est aussi un traitement différent, parce que là où le film s'étendait sur des scènes d'action qui étaient assez mauvaises, là l'intelligence de Donald Glover et de son équipe, c'est d'avoir mis l'accent sur la vie de couple plutôt que sur les scènes d'action.
et tout ça sans non plus renoncer aux fusillades et aux cascades. Et donc déjà c'est une vraie différence par rapport au film, et c'est vraiment ce qu'il fallait faire en fait. Je trouve qu'il y a aussi une construction de cette série qui est vraiment sérielle, c'est-à-dire que on n'est pas du tout dans un film coupé en plusieurs parties. Là, à chaque épisode, il y a en fait chaque épisode évoque une nouvelle étape de la vie d'un couple. Donc on a la rencontre, on a la passion, on a la curiosité sexuelle, on a le désir d'enfant, on a la routine, la jalousie, et enfin les disputes et la séparation. Donc là, voilà, la série elle est conçue comme un cycle de vie en fait, et elle a été pensée pour être bouclée en fin de saison 1. Donc normalement il n'y a pas de saison 2. Après, Francesca Sloane a annoncé dans une interview qu'il c'était peut-être en train de réfléchir à voir s'il y avait du matériel pour faire une saison 2 ou pas, mais enfin c'est plus qu'hypothétique. Moi je considère que c'est une série qui se conclut, et qui en plus se conclut d'une manière assez ouverte, qui laisse la place à l'interprétation du spectateur, et qui permet d'imaginer en fait ce que ce couple devient par la suite. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Après, rien n'empêche de faire une saison 2 façon un peu anthologie, où en Exactement. gros, tu changes le couple, Et tu ramènes la vision de tout ça. Ça, ce serait une très bonne idée. Et je pense que c'est, enfin, vu les tonalités de l'interview, des différentes interviews des deux créateurs, je pense que ce serait plus vers ça que ça s'orienterait, et ça pourrait être effectivement très 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 intéressant. Et voilà, parce que pour moi ce couple-là, il a fait son cycle, et revenir dessus serait à mon avis pas très malin. Pas très malin, ce qui n'est pas le cas de la série pour moi, parce que alors c'est sûr que bon, j'avais quand même un indice en voyant ses créateurs, mais je trouve que vraiment chaque situation est vraiment bien trouvée, sur le thème du couple toujours, mais toujours en rapport avec les missions qu'ils ont à effectuer. Je trouve qu'il y a un vrai bon équilibre entre l'humour et l'intimité. C'est des épisodes qui sont jamais construits de la même manière, qui non content de revisiter chacun une étape de la vie d'un couple, en fait, s'amuse avec un genre différent. Donc, en fait, on sait jamais sur quoi on va tomber. J'aime aussi beaucoup le fait qu'il y ait des grosses ellipses entre les épisodes. Ça permet ça permet de soit dans l'épisode suivant de revenir sur ce qui s'est passé entre les épisodes, soit d'imaginer nous en fonction de ce qui se passe, ce qui s'est passé entre les deux épisodes. Donc moi c'est vraiment, j'aime beaucoup quand les créateurs font confiance à leurs spectateurs. Je trouve ça très stimulant, et moi ça me garde, ça me garde, ça m'accroche, parce que mon cerveau il est constamment en train d'imaginer, de suivre, de penser. Enfin moi c'est vraiment ce que je recherche. C'est un peu ce que faisait Succession entre ces épisodes. Il y avait des fois des grosses ellipses de 3-4 mois, et puis on raccrochait les wagons en fonction de ce qui était dit, en fonction de ce qu'on imaginait. Donc ça j'aime beaucoup. Je trouve que les dialogues sont vraiment très bien écrits, très très ciselés, très bien retranscrits par les deux acteurs, donc qui sont Donald Glover himself et Maya Erskine, qui est une actrice dont j'aime beaucoup le second degré, et qui jouait une ado un peu cringe dans Pen 15. Ah oui. Et oui, c'est elle. On avait l'habitude de la voir avec sa coupe au bol dégueulasse. Maintenant d'un coup je fais pouf. Ah ouais, d'accord. Et ouais. et enfin, elle est toujours, elle est vraiment, c'est vraiment une actrice excellente. Moi, je trouve que les deux sont vraiment bien. Et c'est vrai que leur couple, qui peut paraître un peu étrange au début, parce qu'en fait à la base c'est pas censé être un couple, c'est censé être deux agents qui jouent un couple, et donc ils ont des caractères très différents. Elle est froide et efficace, lui il est beaucoup plus nonchalant, mais en même temps il est un peu plus torturé, il est un peu plus cérébral, il a besoin de penser les choses et tout, et en fait je trouve que ces deux opposés là s'attirent, et qu'il y a une vraie alchimie qui se dégage.
et qui en même temps est presque tragique parce que elle ne peut pas tenir en fait. Donc je trouve que c'est assez bien vu d'avoir pris deux personnes aussi opposées, parce que je pense que toute l'évolution de la série n'aurait pas pu marcher s'ils avaient pris des personnes qui se correspondaient trop en fait. Et donc je trouve que au sein même du couple et grâce aux intrigues proposées à chaque épisode, on traite de plein de sujets. Donc il y a la charge mentale, il y a la confiance en l'autre, il y a le manque de communication qui revient beaucoup et avec différentes formes. Il y a la parentalité avec ses enjeux, et ce qu'elle représente, et surtout les raisons qu'ont chacun, soit de l'espérer, soit de la refuser. Et voilà, je trouve que tout ça est traité de manière non plombante. La série, elle arrive à être riche, elle arrive à aborder plein de thématiques différentes, et sans jamais se répéter, et sans jamais être lourde à regarder. Donc voilà, et puis parce que donc là il y a tout l'aspect sur le couple, mais il y a aussi tout l'aspect action qui est quand même important. Et ça, je trouve qu'il y a un soin qui est très particulier qui a été apporté à ces scènes d'action. Et c'est tellement rare que je trouve que il faut vraiment le souligner. Je trouve qu'elles sont pleines d'inventivité, elles sont très bien filmées, elles sont toujours très lisibles, tout en essayant de nous surprendre tout le temps. Elles sont à la fois ancrées dans les codes du genre, et en même temps elles font toujours un petit pas de côté. Et parfois c'est juste un petit détail qui change par rapport à tous les films d'action qu'on a pu voir auparavant. Mais en fait, ce petit détail-là, ça permet de se dire ah ouais, c'est vachement bien, c'est vraiment cool. Je trouve ça assez jubilatoire à regarder. On sait pas. Ce qui est marrant aussi, c'est que on sait pas à quel moment l'action va arriver en fait dans l'épisode. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit, on commence l'épisode, on se dit mais comment ils vont réussir à foutre une scène d'action, parce qu'en gros il y en a une ou deux par épisode. Et il y a des moments où on se dit mais comment ils vont réussir à caser une scène d'action là-dedans, quoi. Donc en fait, on est constamment en éveil, et moi je trouve que ça change vraiment par rapport à toutes les séries qui sont tellement prévisibles. Enfin, moi, la plupart des séries, je les regarde en faisant autre chose parce que je sais ce qui va se passer. Et là, en fait, j'étais tout le temps captivé par ce qui se passait, quoi. Et enfin, le dernier point fort, et pas des moindres, c'est que les personnages secondaires sont pour la plupart interprétés par des grands noms hollywoodiens qui viennent juste passer la tête, juste pour s'amuser avec Donald Glover. Et ça, c'est vraiment cool. On retrouve par exemple un Paul Dano qui joue un voisin un peu chelou. On retrouve un Ron Perlman qui est absolument magique dans le rôle d'un homme qui a un passé un peu chelou et que les Smiths doivent protéger. Et en fait, sauf que le gars, c'est un vieux monsieur qui a du mal à courir et tout, donc ils sont toujours obligés de s'en occuper et tout. Et en fait, du coup, il symbolise l'enfant dans la thématique de la parentalité qui correspond à cet épisode-là. Et vraiment, Ron Perlman là-dedans, je l'ai trouvé vraiment excellent, alors qu'il dit quasiment rien. C'est vraiment, tout passe par sa communication physique, et il est assez génial. On retrouve aussi au casting un acteur que j'adore et que je suivrai partout, c'est John Turturro. Et je pense que si j'avais su qu'il était dans la série, j'aurais regardé la série bien avant. Il y a aussi Alexander Skarsgård. Je m'étais endormi devant cet épisode-là, je crois, non? Pardon? John Turturro, c'était pas celui où je me suis endormi devant? Parce que je me rappelle pas de lui. Je sais pas. Par contre, Turturro, oui. Bon, la série dérivée de Big Lebowski, il aurait pu s'en passer. Hein. Ouais, mais moi je m'en fous. Tant qu'il y a John Turturro, avec John Goodman, c'est fait partie des les deux acteurs que j'aime voir. Juste leur présence me rend heureux. Donc après ils font des choses inégales comme tout le monde, mais rien que de les voir, ça me met en joie. Sinon on retrouve Alexander Skarsgård, dont je n'arrive toujours pas à prononcer le nom, Sarah Paulson en psy de couple, qui est assez génial, Michaela Coel
qu'on a vu dans la très 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 bonne série I May Destroy You, et ou encore Wagner Moura qui jouait Pablo Escobar dans la saison 1 de Narcos et qu'on verra très prochainement dans Civil War d'Alex Garland. Donc voilà, il y a un énorme casting. Ça donne, je trouve que c'est pas seulement des caméos qui sont là pour dire coucou, regardez, je suis connu. Je trouve que ça donne une vraie dimension à ce second rôle, et le fait d'avoir des seconds rôles qui ont une forte personnalité, qui ont une vraie présence, et ben ça donne aussi une autre dimension à la série, et honnêtement en termes de plaisir de spectateur, c'est quand même hyper agréable, quoi. Donc voilà, c'est une série, quand je voyais l'équipe, j'avais beaucoup d'espoir. Et en fait, non seulement cet espoir a été comblé, mais honnêtement, je trouve que ça a été un peu dépassé, parce que ils ont emmené la série là où je m'attendais pas à ce qu'ils allaient l'emmener. Je trouve que c'est une série qui est à la fois divertissante et pourtant qui est aussi très réflexive. C'est fun, c'est facile à regarder, et pourtant c'est pas creux non plus. Ça vraiment, enfin, je leur dis, parce que pour moi c'est la vraie bonne idée de la série, c'est que c'est pas un long film qu'on coupe en plusieurs parties. Ça, c'est vrai qu'on peut pas lui reprocher. C'est que c'est vraiment bien construit, et que c'est un cycle de vie d'un couple. C'est un peu scène de la vie conjugale de Bergman, mais version fun, quoi. Donc si on devait résumer la série, ce serait ça, quoi. On regarde comment un couple fonctionne, mais entre les deux, on met des scènes d'action et des cascades qui ne sont pas décorrélées de ce qu'on raconte sur le couple. Et ça, c'est très 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 balèze à faire. Ça paraît simple en fait, parce que ça marche bien dans la série, mais en fait c'est très compliqué. Et vraiment, pour moi, c'est un vrai tour de force. Ça montre la vraie intelligence de Glover, qui m'épate de chaque fois qu'il crée une nouvelle chose, c'est toujours mieux que ce qu'il a fait avant. Je sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après, parce que je trouve que ce gars a un talent fou, quoi. Et voilà. Donc c'est à voir sur Prime, et j'ai beaucoup aimé. Moi, le seul truc que j'ai vraiment à lui reprocher, en fait, c'est un rythme assez inégal. C'est ça que j'aime, justement. Ouais, mais moi je l'ai ressenti comme ça. Je l'ai ressenti comme un truc pas toujours maîtrisé. Ah non, moi au contraire. Alors, en plus, connaissant les animaux là, tout est maîtrisé de A à Z, quoi. En tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait. C'est vraiment à plusieurs moments, ça m'a un peu sorti du truc, justement. Là, c'est à ce moment-là où tu as le côté je vais prendre mon téléphone, alors que j'essaie d'éviter un maximum, surtout maintenant, voilà, avec les séries, j'essaie de le mettre le plus impossible. Là, j'ai cherché mon téléphone qui était pas là, et puis après, je me suis raccroché. Ça n'enlève rien à la série en tant que telle. C'est vrai que j'avais peur du côté long film, c'est pas le cas. On a le côté sériel, limite presque feuilletonnant. Et puis, voilà, ça arrive assez vite, mais âme sensible, s'abstenir dans les premières minutes du premier épisode. Je m'y attendais pas que ce soit comme ça, aussi violemment montré. Voilà. Je ne veux pas spoiler, parce que voilà, ça fait partie de l'histoire, mais globalement, je m'attendais pas à ce que ça commence comme ça, la série. Ah ouais, moi je m'attendais pas à tout ce qui s'est passé, en fait. C'est vraiment mais ouais, moi après, on aime ou on n'aime pas, hein, le rythme, mais le rythme il est millimétré, vraiment. Enfin, ils savent exactement quand est-ce qu'ils vont mettre leur scène d'action, ils savent exactement comment leurs dialogues vont s'articuler, quand est-ce qu'il va y avoir les ruptures, et enfin c'est des fous c'est des staccanovistes, hein, ces mecs-là. Ils sont vraiment et notamment
dans la réalisation, Hiro Murai, c'est le mec, il a vraiment une capacité de tout prendre en compte. Et justement, il a une gestion du rythme qui est après qui est quelque chose qu'on voit pas forcément partout, mais et donc qui peut déstabiliser. Mais en attendant, c'est très écrit, c'est très préparé et c'est très maîtrisé. Moi, j'étais quand même déçue d'être déçue, quoi. En fait, j'en attendais rien parce que Mr. et Mrs. Smith, je m'en bats les couilles et c'était pas. J'attendais plus Donald Glover parce que je l'adore et j'adore Atlanta et j'adore tout ce qu'il fait à côté. Et les personnages sont cool. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. J'ai trouvé que c'était effectivement très bien travaillé. Et globalement, c'est même au niveau des scènes d'action, c'est bien foutu. Il y a des jolies scènes de combat, etc. Moi, le problème que j'ai avec la série, c'est justement, et c'est la différence que j'ai avec Olivier, c'est la temporalité, c'est les ellipses et ces espaces très longs où on laisse justement la liberté au spectateur. Moi, je suis trop bête pour avoir besoin de cette liberté. En fait, j'ai besoin d'être un peu guidée et du coup, je suis complètement perdue d'un épisode à un autre où pour moi, c'est pas... je ne sais pas depuis combien de temps ils sont. Pour moi, ça fait 3 semaines qu'ils sont ensemble. Le mec commence à lui parler de faire des gamins. C'est très bizarre, quoi. J'ai beaucoup de mal à... Il y a des indices partout sur la temporalité, sur le truc. Ouais, mais justement, tu vois, je veux dire, je regarde une série... Quand je regarde une série d'action comme ça, on va dire... je vais pas regarder Fort Boyard, quoi. Je vais pas commencer à regarder les détails, de me dire en fait il fallait réfléchir sur une à série ce de Donald truc, Glover, donc, je pense qu'il faut. C'est comme Atlanta, il faut. Pour moi, c'est dans la série là, elle est dans la ligne droite de ce qu'ils ont fait dans la dernière saison d'Atlanta. Moi, je croyais qu'il était juste dedans. Je savais pas qu'il était à la prod, je savais pas qu'il avait réalisé les épisodes. Pour moi, c'était juste, c'était l'acteur, quoi. Donc, tu pars du postulat que ça va être une série. Quand tu regardes la bande-annonce, comédie d'action, espionnage, machin, oui, mais tu te dis pas que effectivement. Et je. Vas-y. Moi, j'ai changé ma manière de regarder la série en cours de route, en fait. C'est-à-dire que effectivement, moi, j'étais parti en me disant, je vais regarder un couple qui se fout sur la gueule avec des gros flingues et voilà. Et puis en fait, à la fin du premier, après le deuxième, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Il faut que mon mindset change en fait quand je regarde le truc, quoi. Parce que... Ouais, mais pour autant, tu vois, on revient assez souvent, pareil, le fait que ces espèces de missions se passent complètement en second plan, on sait pas trop pourquoi elles sont là, ces scènes d'action, ces missions qui sortent de nulle part, c'est plus histoire de dire, on fait de l'action, mais en fait... Ah bah non, pas du tout. Bah non, elles sont toujours en relation avec leur couple. Donc elles sortent pas du tout de nulle part, pour moi justement c'est toute la force de la série, c'est qu'ils ont réussi à englober les scènes d'action dans un discours sur le couple et qu'elles ont à chaque fois elles amènent quelque chose qui parle de leur couple, quoi. Donc mais c'est peut-être pas aussi évident que ça pour tout le monde. Parce que c'est vrai que d'accord. Pour moi, c'était pas du tout évident. Parce que ce que tu racontais sur le cycle de vie du couple, franchement, je l'ai capté parce que tu viens d'en parler, quoi. Honnêtement, avant ça, oui, effectivement, début, fin, ok, super, mais j'ai pas du tout vu la maturation parce que justement, j'avais ce problème de temporalité où je ne savais pas où j'en étais. Après, chaque début d'épisode, tu vois. D'un coup, t'as une embrouille qui sort de nulle part, on dirait qu'ils se connaissent depuis 8 ans, alors que t'as l'impression que ça fait 3 semaines qu'ils sont ensemble. Et en fait, ça m'a du coup un peu gênée parce que j'avais du mal à suivre mais parce que c'est propre à ma façon, moi, de regarder des séries. Non, mais j'ai besoin d'être tenu par la main, quoi. Pour le coup, le truc du cycle, c'est il joue avec quelque chose qui est très sériel et qui a été totalement abandonné avec les plateformes et tout, et qui est très malin, c'est les titres des épisodes. C'est-à-dire que chaque titre de l'épisode te dit
où est-ce que tu en es dans le cycle du couple en fait. Et c'est moi avant chaque épisode, je regardais le titre de l'épisode. Et c'est un truc, c'est vrai qu'on a abandonné l'idée de regarder des titres des épisodes de série maintenant parce que Mais dans ce cas, il fallait mettre le titre de l'épisode au moment où il monte le nom de la série. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est encore une chasse au trésor pour trouver les détails, pour trouver les trucs. bah Ce que ouais, j'aimais mais bien en faire fait dans Atlanta, je et j'aimais bien regarder, tu je- vois, plusieurs fois les épisodes et tout, pour voir ce que j'ai loupé. Là, je regarderai pas plusieurs fois ça parce que moi c'est pas une histoire en fait qui me donne envie de revoir. Parce je que malgré tout, ça reste une histoire assez basique de deux personnes qui, sur le papier, devraient pas être ensemble et qui sont ensemble et ça va mal finir. Le tout avec des missions et des scènes d'action, etc. L'histoire en soi, elle est assez simple. C'est juste qu'elle est enjolivée par des personnages qui sont plus profonds que ça, par un scénario qui est bien ficelé. Mais contrairement à Atlanta, où tu sais qu'il y a toujours des nouvelles choses à aller creuser, là, je vais pas m'amuser à revoir la série, quoi. ouais, bah moi après je préfère toujours qu'on me stimule plutôt que qu'on me laisse m'écraser le cerveau sur le canapé parce que en fait mon cerveau il s'éteint trop facilement donc c'est le problème c'est que Ouais, donc alors, il y a aussi la limite entre stimuler et faire en sorte que chez certaines personnes, t'as l'impression que la série se dit, regarde, je suis plus intelligente que toi. oh non mais ça il faut, enfin ouf, bon je vais pas Non, je vais mais pas rentrer dans ce débat là parce que on peut avoir aussi cet non mais effet-là. vous pouvez l'avoir mais le problème c'est que c'est toujours l'argument qui revient mais en fait enfin moi je pense que c'est juste des gens qui s'amusent avec Ouais, qui prennent du plaisir à essayer de faire quelque chose justement de stimulant. Alors, honnêtement, il y a aucun moment justement. Moi, j'aime pas les choses qui disent regardez, moi, je suis intelligent. Eux, ils disent pas ça. Et jamais ils se mettent dans cette posture-là. Enfin, la preuve, c'est que sinon, ils auraient pas fait un truc d'action. Ils s'amusent avec des codes. Ils essaient de faire un pas de côté par moment, de revenir dedans à d'autres endroits. Je pense que vraiment c'est juste des gamins qui s'amusent et c'est marrant parce qu'on a vu Zalbat Manglish qui à Série Mania et je pense c'est le genre de personne qui est totalement dans ce truc-là, c'est-à-dire que c'est des gosses qui reprennent ce qu'ils aiment et qui jouent avec et qui se font plaisir avec. Et alors moi je trouve que c'est communicatif. Après si on veut trouver ça c'est juste une question que je pose. oui non non mais je suis d'accord mais honnêtement il y a plein de fois où c'est possible. Il y a plein de mais pour eux et c'était vraiment le cas dans Atlanta, c'est-à-dire que Atlanta c'était vraiment des méchants gamins qui s'amusaient à détruire les codes de plein de trucs qu'ils aimaient quoi. Et la dernière saison d'Atlanta c'est un truc de fou, c'est-à-dire que ils partent dans tous les sens. Après on peut trouver ça prétentieux. Moi je trouve ça je trouve ça libérateur parce que je pense que ça c'est quelque chose qui appelle vraiment à l'enfance et à ce que nous en tant qu'adultes on va prendre de ce qu'on a aimé dans notre enfance quoi. Mais mais voilà après c'est mon ressenti mais j'ai vraiment pas l'impression qu'on puisse leur faire ce procès là parce que quand on regarde tout leur travail c'est pas ce que ça donne comme c'est pas un Osloon, c'est pas un Nolan, c'est pas des gens comme ça qui peuvent sembler au-dessus de la mêlée et Ça, clairement. qui nous regardent d'en haut. Eux, moi, j'ai l'impression qu'ils nous tendent la main et qu'ils nous disent voilà, on va s'amuser. Est-ce que ça vous dit de venir avec nous, quoi. Mais Le truc qui, je pense, peut jouer contre cette série-là, pour certains, c'est son nom en fait, Mr. et Mrs. Smith. Et toute la filiale, comment dire, oui, pas la L'aura de la série. l'aura du film, de l'ancienne série, de ce que ça représente
dans la culture, Mr. et Mrs. Smith, les gens, et surtout le trailer un peu aussi, te montrent un truc. Il y a de l'espionnage, il y a de l'action, etc. Mais de ce qu'on peut voir et qui a fait en sorte que beaucoup de personnes ont décroché, c'est que, ben ouais, en fait, ils n'ont pas capté forcément comme toi, ou ils n'ont pas voulu capter, ou ils n'ont pas. Bref, le côté où c'est plutôt le couple le principal et pas le côté action, alors que ces personnes, les personnes-là, beaucoup, je vois, j'étais en train de revérifier sur des avis, ils s'attendaient en fait à un truc action, fun, machin, comme pouvait l'être éventuellement le film. Et pour moi, il y est. Le trailer était très trompeur pour ça. Hein. Enfin, moi, il y en a plein qui étaient déçus à cause de ça. Après, souvent les trailers, c'est pas les créateurs qui les font, mais. Non, oui, mais du coup, c'est pour ça que ça. En fait, je pense que, à mon avis, ils ont voulu s'éclater et faire un truc avec une réinterprétation de Mr. et Mrs. Smith, et que de l'autre côté, Prime a voulu marketer ça comme un truc espion action avec une licence installée, parce que c'est plus facile à vendre en fait, parce qu'un Atlanta c'est pas évident à vendre. Donc j'imagine qu'il y a eu peut-être aussi un problème de Mais sachant que ce côté-là, pour moi, il y est. Et honnêtement, moi, je trouve que les scènes d'action sont bien meilleures que 99,9% des films d'action qui sortent au cinéma. Elles sont beaucoup plus sympas à regarder, elles sont beaucoup plus malines, elles sont beaucoup plus jouissives. T'as pas continué la série pour les scènes d'action? T'as continué la série pour le couple et non, pour l'ensemble. mais elles sont là, et il y en a 1 à 2 par épisode. Ce qui, en vrai, sur un épisode de 45 minutes, ça fait sur un film maintenant les films durent 2 heures, ça veut dire que ça fait 6 ça fait 6 scènes d'action dans un film. Bon, c'est la même c'est la même en gros on est à peu près sur la même proportion qu'un film d'action classique, hein. Oui, après je pense pas en termes de nombre de scènes d'action, je pense que à quoi servent, enfin c'est pas le fil rouge en fait de la série. L'espionnage, les missions, c'est pas du tout le fil rouge de la série. Le fil rouge, c'est le couple, tu le disais tout à l'heure. Et ces scènes d'action-là sont aussi là pour servir l'évolution de ce couple, etc. Et c'est peut-être ça qui a été effectivement trompeur pour une grande partie des gens qui s'attendaient à voir un truc en fait, basique. Ceux qui ont vraiment descendu en flèche la série, bon, il y en a qui ont adoré, il y en a qui sont... C'était un peu plus ok, ouais, ça passe, machin, mais très souvent le truc qui revenait, c'est mais ça ne colle pas à l'esprit du film, c'est machin, le film, et c'est ça qui est dangereux avec forcément un nom comme ça, un film qui vaut ce qu'il vaut, et la bande-annonce. Heureusement qu'ils n'ont pas fait le film, parce que le film était quand même catastrophique, quoi. Ouais, mais apparemment ça a plus, en tout cas marqué des personnes. Ça a marqué des gens qui étaient jeunes à ce moment-là. Mais qui s'attendaient à avoir en fait peut-être. Ouais, mais après, moi faut le prendre en compte, ça. Faut pas s'attendre à ça. Bah oui, non, mais ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je l'ai dit. Après, c'est exactement la même chose que ce qu'on attend d'une adaptation ou d'un livre ou pas. Moi, je pense que moi j'attends jamais d'une adaptation d'un livre qu'elle me propose le livre mis en image. J'attends qu'elle me propose une réinterprétation des choses. Mais la plupart des gens veulent que chaque ligne de son livre préféré soit à l'écran. Donc c'est une vision des choses. Moi, je suis toujours pour. J'aime toujours voir le point de vue d'un auteur. Et voir comment il peut réinterpréter les choses. C'est comme en musique, c'est-à-dire que si on fait une cover d'une chanson et qu'on la fait exactement de la même manière que l'original, bah à ce moment-là, je préfère écouter l'original. Si on me propose une nouvelle interprétation avec dans un autre style ou avec des instruments différents ou a cappella ou je sais pas quoi, bah tout de suite ça va un peu plus m'intéresser que si on reprend exactement la même chose avec le même rythme et
Voilà, moi je raisonne de la même manière sur tous ces axes-là. Après, je comprends qu'on veuille retrouver exactement la même chose. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que voir 2 fois la même chose, bon bah, je vois pas l'intérêt. Non, c'est sûr. Donc voilà, Mr. et Mrs. Smith sur Amazon Prime, dispo depuis, je crois, c'est début février, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est soit janvier, soit février. Voilà, c'était en début d'année. Et donc là, niveau recommandation, donc il y a Mr. et Mrs. Smith. On avait donc Dick Turpin et donc White House Plumbers. Donc on a Disney+, on a 2 fois Prime en France en tout cas. Et en Belgique, débrouillez-vous avec vos copains Tipeee. Et j'ai vérifié Dead or Hot, ça n'est pas sur Prime en France. Donc on a encore un truc qu'on n'a pas nous. Je vais pas vous mentir, hein. Je sais qu'il est sur Prime parce que c'est vendu par Prime, mais il n'est pas encore arrivé non plus en Belgique. Hein. D'accord. Donc voilà, mais en tout cas c'est fait pour Prime, c'est pas une chaîne anglaise qui l'a vendu, machin, c'est fait pour Prime. Donc est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver? On espère quand même si c'est Prime qui l'a fait. Bon. Oui, mais bon, il y a des choses... C'est ça. Bon, bref, en tout cas, on a pas mal de choses à regarder. La semaine prochaine, ce sera donc un phase B. Je vérifie, je pense que c'est du freestyle, mais je suis plus sûr. Parce que je sais qu'il y a des Anchorman qui arrivent dans peu d'épisodes. Je vérifie ça tout de suite. Je trouve plus mes épisodes. Si, là, voilà. Si, c'est un freestyle, effectivement. Un freestyle, et c'est dans le fin d'avril qu'on vous parlera de Anchorman 1 et 2. Donc, un film. Et donc, là, dans 2 semaines, on verra si c'est un portrait en série ou si c'est encore du freestyle. On verra niveau Monsieur Série and Friends. En tout cas, avec Sarah, on va essayer de faire ce portrait en série assez rapidement. On a hâte d'entendre ça. D'entendre 3 heures de... Mais arrête, elle va plus vouloir le faire parce que tu dis ça. Genre, c'est obligé de faire 3 heures. Moi, j'ai écouté celui d'Olivier qui dure 3 heures en fois 1,25. Hein, pour que ça dure un peu moins de 3 heures. Je comprends aussi. Mais déjà, rien que quand tu vas parler de Buffy, à mon avis, il y a déjà 1h30 qui va passer. Hein. Oh, je suis pas sûre. J'ai pas une assez grosse mémoire pour pouvoir déblatérer pendant 3 heures de sujet, moi. C'est impossible. On verra. Alors, le mot de la fin, Sarah. 3 heures. Olivier. Corgi. Corgi Ouais. Je sais pas. Pourquoi T'as vu un corgi Non, j'avais envie de... Je pensais au corgi de Fred. Voilà. Ok. Et non pas au corps de Fred. c'est le... Je préfère pas. Hein, je veux pas savoir. Faites ce que vous voulez. Je veux pas Corgi, savoir. c'est le corps du double maléfique de Giles, c'est ça? Oui, c'est Corgi. Et ben moi, ce sera Dick. Voilà, tout simplement. Bah écoute, voilà. Dr. Pin. J'ai envie qu'un médecin s'appelle Dr. Pin maintenant. Je suis sûr que ça doit exister. Ça doit exister. Je vais sur Doctolib de ce pas. Allez, en tout cas, bonne semaine, bonne série. Tu tombes sur des lubrifiants, c'est ça? Et surtout, Bon Jovi. Hein. Ouais, Bon Jovi. S'il veut bien ou pas. Il veut bien.